Pendant 15 ans, tous les samedis, mon mari sortait pour jouer aux cartes avec ses amis. Quand l'un d'eux est mort et que la veuve a frappé à ma porte en pleurant, j'ai découvert que tout mon mariage avait été construit sur la souffrance de centaines de familles pauvres. Je m'appelle Madame Sébastienne, mais tout le monde m'appelle Madame Séba. J'ai 78 ans aujourd'hui, et ce que je vais vous raconter s'est passé il y a longtemps, entre les années 1968 et 1973, quand j'avais entre 33 et 38 ans. C'est une histoire que je porte dans mon cœur depuis des décennies et qui a changé ma vie pour toujours. Avant de commencer, je voudrais vous demander quelque chose, à vous qui me regardez. Si cette histoire touche votre cœur, mettez un j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour écouter plus d'histoires de dépassement de soi et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. J'adore savoir que mes mots arrivent dans tant d'endroits différents. Vous pouvez commenter votre ville. Je veux connaître chacun d'entre vous. Bon, mon histoire commence en 1953, quand je me suis mariée avec Albert. Je n'avais que 18 ans, il en avait 25. C'était un mariage arrangé par les familles, comme c'était courant à cette époque. Mon père était cheminot, il travaillait pour la SNCF, et le père d'Albert avait un petit garage mécanique dans le quartier ouvrier, dans la banlieue est de Paris. Ce n'était pas une famille riche, mais ils étaient honnêtes, travailleurs, des gens bien, ou du moins c'est ce que je pensais. Les premières années ont été difficiles, comme tout nouveau mariage. Nous habitions dans une petite maison louée de 2 pièces, très simple. Je lavais le linge pour d'autres personnes pour aider aux dépenses et Albert travaillait comme mécanicien avec son père. Nous n'avions pas grand-chose, mais le minimum ne manquait pas. Du pain, du ragoût, un morceau de viande quand c'était possible. Je cousais nos vêtements, je reprisais tout jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. C'était la vie que nous connaissions. Nous avons eu 3 enfants. Paul est né en 1954, Marianne en 1956 et le petit dernier, Joseph, en 1959. Ma vie tournait autour d'eux et de la maison. Je me levais à 5 heures du matin pour faire le café, préparer le repas d'Albert, habiller les enfants. À cette époque, ma chère, nous n'avions pas les facilités d'aujourd'hui. Pas de machine à laver, pas de réfrigérateur. Nous avions une garde-manger pour conserver la nourriture. Pas de télévision. La première télé n'est arrivée chez nous qu'en 1965, en noir et blanc, toute petite. Albert a toujours été un homme de peu de mots. Sérieux, travailleur, il ne buvait pas, ne fumait pas. Il partait travailler tôt le matin et revenait en fin d'après-midi. Il dînait, parlait peu avec les enfants, lisait le journal et se couchait tôt. Le dimanche, il allait à la messe avec moi et les enfants. Il n'était pas très religieux, mais il y allait par respect, pour les apparences qu'il fallait garder dans le quartier. Mais il y avait une chose qui était sacrée dans sa routine. Tous les samedis soirs, après le dîner, il prenait son bain, s'arrangeait, se mettait de la brillantine dans les cheveux, celle qui avait une odeur forte, vous devez vous en souvenir, et il sortait. « Je vais jouer aux cartes avec les amis, c'est bas », disait-il. Et il partait. Il revenait toujours tard, 2 heures, 3 heures du matin. Parfois, il arrivait plus tôt, vers minuit. Cela a commencé vers 1958, quand Joseph était encore bébé. Au début, je trouvais ça étrange. Je demandais où c'était, avec qui. Il disait que c'était chez Monsieur Olivier, un de ses amis du garage, qu'ils étaient 5, 6 hommes, tous des gens connus du quartier. Ils jouaient à la belote, au poker, ils pariaient quelques sous, rien de grave. « C'est une affaire d'hommes, c'est bas. Laisse-nous nous amuser un peu, disait-il. Et moi, que pouvais-je faire ? À cette époque, une femme ne questionnait pas son mari. Nous étions élevés pour obéir, pour s'occuper de la maison et des enfants et laisser l'homme faire ce qu'il voulait, du moment qu'il apportait de quoi vivre à la maison. Ma mère disait toujours « C'est bas, un homme a besoin de liberté, ne l'embête pas, ne pose pas trop de questions, sinon tu vas le perdre. » J'y croyais. Je croyais que c'était mon rôle. Alors, tous les samedis, c'était la même chose. Je couchais les enfants, j'attendais qu'ils partent, et je restais là seule à coudre ou à écouter la radio doucement pour ne pas réveiller les enfants. Parfois, les voisines venaient de me tenir compagnie. Madame Irène, Madame Germaine, nous prenions un café, nous parlions des enfants, des feuilletons à la radio. Après l'arrivée de la télé, nous regardions ensemble. Mais au fond, j'attendais qu'ils rentrent. L'étrange, c'est qu'avec le temps, les choses ont commencé à beaucoup s'améliorer à la maison.
Vers 1963-1964, Albert a commencé à rapporter plus d'argent. Nous avons acheté un réfrigérateur, une télévision. Il a changé notre vieille table de cuisine pour une nouvelle en formica, qui était le rêve de toute ménagère, ces tables colorées, brillantes. Il a rénové toute la maison, posé un nouveau sol, tout repeint. Il a même acheté une Citroën 2CV en 1966, une 2CV bleu clair, toute neuve. Mon Dieu, je me sentais la femme la plus chanceuse du quartier. Quand je demandais d'où venait cet argent supplémentaire, il disait que c'était parce que le garage de son père s'était agrandi, qu'il faisait des travaux extra le samedi après-midi, que des gens payaient bien pour des services urgents. Ça avait du sens, non? L'économie était en croissance à cette époque. La France se développait, il y avait les 30 Glorieuses, beaucoup de choses se passaient. Je n'ai jamais eu de doute. Les autres femmes du quartier étaient même jalouses. « Ah, Séba, quelle chance tu as! Albert est si travailleur, si bon mari, » disait-elle, et j'acquiesçais fièrement. Je pensais vraiment avoir eu de la chance, d'avoir un mari qui prenait bien soin de la famille. Les amis des cartes, je les connaissais de vue. Il y avait Monsieur Olivier, qui était le propriétaire de la maison où ils se réunissaient. Un homme grand, mince, toujours avec un chapeau. Il y avait Monsieur Marcel, petit, grassouillet, qui travaillait dans un entrepôt. Il y avait Monsieur Georges, qui était chauffeur routier. Il y avait Monsieur Valentin, qui avait une petite épicerie. Et il y en avait 2 ou 3 autres que je voyais de temps en temps dans la rue, mais que je ne connaissais pas bien. Tous des hommes mariés, avec une famille, des gens qui semblaient normaux, travailleurs. Parfois, ils se rencontraient dans la rue pendant la semaine, discutaient au coin de la rue, et je les voyais de loin quand j'allais à l'épicerie. Mais c'était toujours des conversations rapides, des trucs d'hommes parlant de football, de politique, de travail. Je n'ai jamais rien trouvé d'étrange. Ce que je trouvais un peu bizarre, mais j'essayais de ne pas trop y penser, c'est qu'Albert n'emportait jamais d'argent pour ses samedis. Enfin, il disait qu'il en emportait, mais je ne le voyais jamais prendre de billets dans le tiroir où nous gardions l'argent. Et quand il revenait, il n'avait jamais rien gagné au jeu. Ou s'il avait gagné, il ne rapportait pas à la maison. Il disait qu'il gagnait ici, perdait là, qu'au final ça s'équilibrait. Il y avait aussi une chose étrange. Parfois il rentrait nerveux, arrivait à la maison, buvait un verre d'eau rapidement, allait directement se coucher, sans me parler. Il était agité, se retournait dans le lit. Je demandais « Il s'est passé quelque chose ?» Et il grommelait « Rien, laisse-moi dormir. » Le lendemain, il se réveillait normal, comme si rien ne s'était passé. Et il y avait les coups de téléphone. Ah, les maudits coups de téléphone. Nous avons fait installer le téléphone à la maison en 1967. C'était un luxe à cette époque. Peu de maisons en avaient. Albert a dit que c'était important pour les affaires, que les clients devaient appeler pour prendre rendez-vous au garage. Mais c'était étrange parce qu'on appelait beaucoup les samedis, toujours le matin ou en début d'après-midi. Et il répondait toujours, écoutait en silence, disait « D'accord, d'accord, je m'en occupe » et raccrochait vite. Quand je demandais qui c'était, il disait « Un client chiant qui veut un service urgent, laisse tomber ». Une fois en 1969, j'ai répondu au téléphone et c'était une voix de femme qui pleurait. Elle a demandé à parler à Albert, a dit que c'était urgent. Je l'ai appelé et quand il a répondu, il a fait une tête, mon Dieu, une tête que je n'avais jamais vue. Sérieux, dur, froid. Il a parlé bas. Lundi, on règle ça, n'appelle plus ici. Et il a raccroché. Je suis restée là à le regarder et il m'a regardé avec une colère dans les yeux. Ne fourre pas ton nez dans ma vie, Séba. Ce sont des choses du travail que tu ne comprends pas. Ça m'a blessée, mais j'ai ravalé et je suis allée m'occuper du dîner. Une femme ne devait pas se mêler des affaires de son mari. C'est ce que tout le monde disait. Les années ont passé et les samedis continuaient religieusement. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, qu'il y ait un jour férié ou non, Albert allait jouer aux cartes. Quand les enfants ont grandi et ont commencé à poser des questions, « Papa, pourquoi vous jouez aux cartes tous les samedis ?» Il répondait sèchement « Parce qu'un homme a besoin de ses moments, mon garçon. Quand tu seras grand, tu comprendras. » Et il changeait de sujet. Il y a eu une période en 1971 où Marianne, qui avait déjà 15 ans, m'a dit qu'elle avait vu son père dans un quartier éloigné, dans les fonds de la ville, près du bidonville.
Elle était allée rendre visite à une amie qui habitait près de là. « Maman, j'ai vu papa dans la voiture en train de parler avec des hommes qui avaient l'air méchants. Et ce n'était pas samedi, c'était un jeudi après-midi. » Je suis restée glacée, mais je l'ai défendue. « Ma fille, tu as dû mal voir. Ton père travaillait au garage à cette heure-là. » Elle a insisté que c'était lui, mais je n'ai pas voulu y croire, ou plutôt, je n'ai pas voulu affronter la vérité. Parce qu'au fond, tout au fond, je savais déjà que quelque chose n'allait pas. Une femme sent ces choses. Mais j'avais peur. Peur de découvrir une infidélité, ce que toute femme craignait. Peur de perdre le mariage, de me retrouver seule avec 3 enfants, de devenir sujet de ragots dans le quartier. Alors je repoussais ces soupçons au fond de ma tête et je continuais ma vie. Jusqu'à ce qu'un vendredi de mars 1973, je n'oublierai jamais ce jour, c'était la veille de Pâques. La nouvelle a couru le quartier. Monsieur Olivier était mort. Crise cardiaque foudroyante chez lui le jeudi soir. On l'a trouvé écroulé dans le salon, déjà sans vie. La veillée funèbre a eu lieu le samedi matin et, bien sûr, Albert et moi y sommes allés. Après tout, c'était son ami de cartes depuis tant d'années. À la veillée, Albert était différent, pâle, en sueur, nerveux. Il regardait les autres hommes du groupe, Monsieur Marcel, Monsieur Georges, Monsieur Valentin, et eux aussi étaient étranges. Ils échangeaient des regards, parlaient dans les coins, en chuchotant. La veuve de Monsieur Olivier, Madame Colette, était dévastée, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était de la peur, de la terreur même. Quand elle m'a vue, elle m'a regardé d'une façon qui m'a donné des frissons partout, comme si elle voulait me dire quelque chose, mais ne pouvait pas. Je l'ai saluée, j'ai présenté mes condoléances, mais j'ai senti qu'elle serrait ma main fort, presque désespérément. Je n'ai rien compris. Albert a voulu partir vite de la veillée. Nous sommes à peine restés 1 heure. Sur le chemin du retour, il était dans un silence absolu. Il n'a pas dit un mot pendant tout le trajet. Quand nous sommes arrivés, il a fermé la porte de la chambre et est resté là-dedans. Je l'ai entendu marcher d'un côté à l'autre, marcher comme un animal en cage. J'ai essayé de parler. « Albert, tu vas bien ? Je sais que la mort de ton ami t'a secoué. » Il a ouvert la porte et m'a regardé avec un regard. Mon Dieu, c'était comme si je regardais un étranger. « N'en parle pas, Séba. N'en parle plus. Et si quelqu'un vient ici poser des questions, tu ne sais rien, compris ? Rien. » Ça m'a terrifiée. Quelle histoire était-ce ? Demander quoi ? Mais je n'ai pas eu le courage d'insister. Il est retourné dans la chambre et a refermé la porte à clé. Le samedi soir, le premier samedi sans les cartes, il n'est pas sorti. Il est resté à la maison, agité, nerveux, regardant par la fenêtre à chaque bruit. Le dimanche aussi. Le lundi, il est allé travailler, mais il est rentré tôt. Et tout le temps, il répondait au téléphone et parlait bas, toujours la même chose. On se calme, on attend que quelques jours passent. J'étais confuse, effrayée, sans rien comprendre. Jusqu'à ce que le mercredi, vers 3 heures de l'après-midi, quelqu'un frappe à ma porte. C'était Madame Colette, la veuve de Monsieur Olivier, et elle avait un sac plein de vieux cahiers dans les mains, les yeux rouges d'avoir tant pleuré, tremblant de tout son corps. Quand j'ai ouvert la porte et vu Madame Colette là, debout, avec ce sac dans les mains, et ce regard de désespoir, mon cœur s'est emballé. Elle était maigre, pâle. On aurait dit qu'elle avait vieilli de 10 ans, en quelques jours. Ses mains tremblaient tellement que le sac bougeait et je pouvais entendre le bruit des cahiers qui bougèrent dedans. « Madame Séba, » dit-elle d'une voix étranglée, « je dois vous parler. S'il vous plaît, c'est très important, vous êtes seule. » J'ai regardé derrière moi. Albert était au travail, les enfants à l'école. Paul travaillait déjà aussi, il avait 19 ans, mais habitait encore avec nous. Marianne était à l'école, elle avait 17 ans. Joseph, avec ses 14 ans, était aussi en classe. « Je suis seule, oui, Madame Colette. Entrez, s'il vous plaît. Vous voulez un café, de l'eau ?» Elle est entrée, mais ne voulait pas s'asseoir. Elle est restée là debout dans mon salon, tenant ce sac comme si c'était la chose la plus précieuse et la plus terrible du monde en même temps. Elle tremblait tellement que j'ai eu peur qu'elle se sente mal. « Asseyez-vous, Madame Colette,
Pour l'amour de Dieu, vous êtes très nerveuse. » Elle s'est finalement assise sur le bord du canapé, a posé le sac sur ses genoux et a commencé à pleurer. Ce n'étaient pas ces pleurs de quelqu'un qui a perdu son mari. Je l'avais déjà vue pleurer à la veillée. C'était différent. C'étaient des pleurs de honte, de terreur, de désespoir, des pleurs qui venaient d'un endroit très profond. Je me suis assise à côté d'elle, j'ai pris sa main et j'ai attendu. Je ne savais pas quoi dire. Après quelques minutes, elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main et m'a regardé avec ses yeux rouges. « Madame Seba, vous avez toujours été bonne avec moi. On se connaît depuis tant d'années, nous habitons dans le même quartier, nos enfants ont joué ensemble. C'est pourquoi je dois vous prévenir, je dois vous montrer ce que j'ai trouvé, parce que vous méritez de savoir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Mon estomac s'est retourné. Trop tard pourquoi? Quelle vérité? De quoi parlez-vous, Madame Colette? Elle a ouvert le sac lentement, comme si elle ouvrait une boîte de serpents venimeux, et elle a commencé à sortir des cahiers. Des vieux cahiers, de ceux qu'on achetait à la papeterie, certains avec une couverture verte, d'autres rouges, d'autres bleus. Il devait y avoir une dizaine de cahiers là. Elle a tout posé sur la table basse avec précaution, comme si c'était des preuves d'un crime. Après la mort d'Olivier, je suis restée à ranger ses affaires, les documents, les vêtements, ces choses qu'on doit faire quand on perd quelqu'un. Alors j'ai trouvé ces cahiers cachés au fond de son armoire, dans une vieille valise fermée à clé. J'ai dû forcer le cadenas parce que je n'ai pas trouvé la clé. Elle a ouvert un des cahiers et j'ai vu page après page remplie de noms écrits à la main, avec cette écriture soignée de ceux qui ont étudié jusqu'au primaire. Et à côté des noms, il y avait des chiffres, beaucoup de chiffres, des dates, des montants. Au début, je n'ai pas compris ce que c'était. J'ai pensé que c'était non des comptes de la maison, des notes de son travail, mais alors j'ai commencé à bien lire, et sa voix a flanché. Elle a tourné une page, puis une autre, et a pointé du doigt, tremblant. « Regardez ici, Madame Seba, regardez ce qui est écrit. » C'était écrit. Marie Dubois, prêté 500 francs en janvier 68, intérêt de 20% par mois, a déjà payé 2300 et doit encore 800. Et en dessous, on a pris sa machine à coudre en garantie. Et il y a plus. Si elle ne paie pas avant avril, on retourne chez elle. Je regardais ça sans comprendre. Elle a tourné plus de pages. Il y a des centaines de noms ici, Madame Seba. Des centaines. Jean Perrin doit 1200. On a pris la radio et le vélo de son fils. Antoinette Côte doit 1500, a déjà été avertie 3 fois. Pierre Santerre ne veut pas payer. Marcel et Georges vont s'en occuper. Et regardez ça. Elle a pointé une note qui m'a glacé le sang. Sébastien Morin n'a pas voulu payer, a reçu une leçon devant sa famille. Maintenant, il va réfléchir à 2 fois. Je ne comprenais toujours pas bien. Ou plutôt, je comprenais, mais ma tête refusait d'accepter. Madame Colette, qu'est-ce que c'est? Elle a fermé les yeux, respiré profondément, et quand elle les a rouverts, il y avait des larmes qui coulaient. Ce sont les registres d'une affaire d'usure, Madame Seba. Mon mari, votre mari et les autres hommes qui allaient tous les samedis, soi-disant, jouer aux cartes. Ils ne jouaient pas aux cartes du tout. Ils prêtaient de l'argent à des gens pauvres, des gens désespérés, en demandant des intérêts absurdes. Et quand la personne ne pouvait pas payer, ils prenaient ses biens, l'humiliaient, la menaçaient, la frappaient. Non, 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 ça ne pouvait pas être vrai. Non, mon Albert, il était travailleur, honnête, il allait à la messe tous les dimanches. Il y a une erreur, Madame Colette. Mon mari est mécanicien. Il travaille au garage de son père. Il n'a jamais... Madame Seba. Elle m'a interrompue et sa voix était ferme maintenant, malgré les larmes. Regardez ici, regardez ce cahier. Elle a pris un cahier différent, plus récent, avec une couverture dure noire. Elle l'a ouvert à la première page et là, c'était écrit en grandes lettres. Contrôle général, 1972-1973. Albert, Olivier, Marcel, Georges, Valentin. Mon monde s'est effondré à cette seconde. Là était le nom de mon mari, sur la couverture d'un cahier plein de noms de personnes désespérées, de dettes impayables, de menaces, de violences. Il était le chef, Madame Seba, dit-elle doucement. Olivier a écrit au début de ce cahier. Regardez, Albert coordonne les recouvrements.
Marcel et Georges font le travail dur. Valentin garde l'argent et les objets. Je fais les contacts et trouve les clients. Elle a continué à feuilleter, me montrant page après page. Tout était là. Les noms des personnes, la plupart je ne les connaissais pas, mais certains étaient du quartier. Des employés de maison qui empruntaient de l'argent pour payer des médicaments pour leur enfant malade. Des ouvriers qui avaient besoin d'argent pour le loyer. Des mères célibataires qui n'avaient pas de quoi acheter à manger. Des gens simples, pauvres, désespérés. Et les intérêts étaient d'une cruauté. 20-30% par mois. Des gens qui empruntaient 500 francs finissaient par devoir 3 000, 4 000 et ne parvenaient jamais à payer. Alors venaient les notes sur les recouvrements spéciaux. Regardez ça. Madame Colette a tourné vers une page d'août 1972. Joséphine Lebrun doit 2 800, n'a plus rien à donner. Albert a autorisé un recouvrement fort. Georges et Marcel y sont allés un dimanche matin. Elle a payé 500 le jour même. J'ai senti la nausée. Recouvrement fort. Qu'avaient-ils fait à cette pauvre femme? Et il y avait pire, bien pire. Madame Colette est arrivée à une page marquée avec un morceau de papier, comme si elle l'avait laissé là exprès pour me montrer. « Lisez ça, Madame Seba, lisez. » C'était écrit « Manuel Ferrand doit pied 800, ne veut pas payer. Dit qu'il a déjà payé plus du double de ce qu'il a emprunté. Albert a ordonné de lui faire peur. Georges a brûlé son stand du marché. Le lendemain, il est apparu avec l'argent. Ils avaient embrûlé le stand de marché d'un homme, détruit son gagne-pain à cause de l'argent. Et il y a plus, continua-t-elle implacablement. Elle avait besoin que je voie tout, que je comprenne la gravité. Il y a ça de février de cette année. La note disait « Charles Martin, 45 ans, ne peut plus payer, il est malade. » Marcel est allé réclamer et sa femme a pleuré, disant qu'elle n'avait rien. Albert a décidé d'attendre jusqu'à ce que l'homme aille mieux ou meure pour réclamer à la veuve. Attendre que l'homme meure pour réclamer à la veuve. Mon Dieu, quel genre de monstre! Je ne pouvais plus respirer correctement. La pièce tournait. Cet homme qui dormait à mes côtés depuis 15 ans, qui était le père de mes enfants, qui s'asseyait à table avec moi tous les jours, qui allait à la messe avec moi, était un usurier cruel, un homme qui détruisait des familles pauvres. Et moi, sans le savoir, j'avais profité de cet argent sale. Le réfrigérateur, la télévision, la table en formica, la 2CV, les nouveaux vêtements des enfants, les rénovations de la maison, tout avait été acheté avec la souffrance de gens innocents. « Pourquoi me montrez-vous ça ?» J'ai réussi à demander d'une voix faible, tremblante. « Pourquoi maintenant ?» Madame Colette a pris ma main avec force. « Parce qu'il y a autre chose, Madame Seba. Quelque chose de très grave. Olivier n'est pas mort d'une crise cardiaque comme ça. Il était désespéré depuis des semaines. Il y a eu un cas terrible qui s'est passé en janvier. » Elle a tourné vers la fin du cahier, vers les dernières pages écrites, les dernières notes de Monsieur Olivier avant de mourir. Raoul Thibault, 38 ans, métallurgiste, a emprunté 800 francs en novembre 72 pour payer le médecin de sa fille qui avait une pneumonie. A déjà payé 2100, mais la dette ne cesse d'augmenter. N'a plus de quoi payer. Albert a autorisé un recouvrement sévère. Et en dessous, avec une date du 15 janvier 1973, c'était écrit d'une écriture tremblante, différente des autres notes, comme si la personne était nerveuse en écrivant « Georges et Marcel sont allés chez Raoul quand sa femme et sa fille n'étaient pas là. Ils l'ont beaucoup frappé, lui ont cassé les doigts de la main. Il ne peut plus travailler. J'ai peur de ce que nous avons fait. » Et il y avait plus. Avec la date du 20 janvier, Raoul Thibault s'est pendu dans son taudis. Sa femme l'a trouvé. La police pose des questions. Albert a ordonné à tout le monde de se taire. Je n'arrive pas à dormir. J'ai poussé un cri. Je n'ai pas pu me contrôler. Un homme s'était suicidé. Un père de famille avait mis fin à sa vie à cause d'une dette qu'il ne pourrait jamais payer, à cause d'argent emprunté pour sauver sa fille. Et mon mari avait ordonné le recouvrement. Mon mari avait autorisé qu'on casse les doigts de cet homme. Mon mari avait du sang sur les mains. Olivier est devenu très mal après ça, continua Madame Colette en pleurant. Il a commencé à faire des cauchemars, a arrêté de manger correctement, m'a tout raconté une nuit, a dit qu'il ne supportait plus de porter ça.
Il disait que Raoul l'avait regardé une fois dans la rue avant de mourir, avec un regard de désespoir qu'il n'oublierait jamais. Il voulait arrêter, voulait rendre les cahiers aux familles, voulait tout réparer. Mais il avait peur d'Albert. Il disait que votre mari était dangereux, qu'il avait des contacts avec des policiers corrompus qui protégèrent le système, que si quelqu'un dénonçait, il serait tué. Policiers corrompus, protection. C'était beaucoup plus grand que je ne l'imaginais. Alors, jeudi dernier, il a dit qu'il allait parler à Albert, qu'il allait dire qu'il voulait sortir, qu'il allait rendre sa part et en finir avec ça. Il est parti de la maison nerveux, et revenu encore pire. Il a dit qu'Albert l'avait menacé, lui avait dit que qui entre ne sort pas, qu'il connaît beaucoup de monde, qu'il devrait penser à ses enfants avant de faire des bêtises. Elle a essuyé son visage avec un vieux mouchoir qu'elle a sorti de son sac. Cette nuit-là, il a eu la crise cardiaque. Je pense que c'était vraiment le cœur, vous savez, mais c'était le poids de la culpabilité qui l'a tué. C'était de ne plus supporter de vivre avec ça. Et maintenant, j'ai ces cahiers, j'ai peur, sans savoir quoi faire. Parce que si je vais à la police, qui va me garantir que le policier que je vais voir n'est pas celui qui les protégeait? Et si c'est lui, je vais mourir aussi. Mes enfants vont devenir orphelins. J'étais paralysée, tenant ces cahiers dans mes mains. C'étaient des preuves d'années de crimes, de souffrances, de vies détruites. Et là, au milieu, était le nom de mon mari, coordonnant tout. « Les autres savent que vous avez trouvé les cahiers ?» j'ai demandé. Ils savent que j'ai trouvé quelque chose. Marcel est déjà venu ici demander si Olivier avait laissé de la documentation. J'ai dit que non, que j'ai seulement trouvé des vêtements et des documents personnels, mais je pense qu'ils n'ont pas cru. Ils sont nerveux, ils se réunissent. Je les ai vus chez Valentin avant de venir ici. Mon Dieu, s'ils découvraient qu'elle était ici avec moi, montrant tout ça. Vous n'auriez pas dû venir ici, Madame Colette, c'est dangereux. S'ils savent... Je sais que c'est dangereux, elle a presque crié. Mais je ne pouvais pas rester silencieuse, Madame Seba. Je ne pouvais pas. Cet homme s'est suicidé. Il y a des familles qui ont faim parce qu'elles ont donné jusqu'à leur dernière assiette pour payer leurs dettes à ces hommes. Et vous, vous êtes aussi une victime. Vous vivez avec un homme que vous ne connaissez pas vraiment. Vous méritez de savoir. Elle s'est levée, nerveuse. Et il y a autre chose. Il y a des gens qui les cherchent, des proches des victimes. Un fils de Raoul Thibault cherche à savoir qui a fait ça à son père. Une femme qui a perdu sa maison dit qu'elle va s'en prendre à qui lui a tout fait perdre. Les gens commencent à parler entre eux, à assembler les pièces. Et quand ils découvriront qui sont les usuriers, Madame Seba, ces personnes voudront se venger. Et vous habitez avec l'un d'eux, avec leur chef. Le sang a quitté mon visage. Vengeance. Mes enfants habitaient dans cette maison. Ils étaient en danger et ne le savaient pas. « Qu'est-ce que je fais ?» j'ai demandé, et ma voix est sortie comme un murmure désespéré. « Madame Colette, dites-moi ce que je dois faire. » Elle a pris son sac, a rangé son mouchoir et m'a regardé avec ses yeux rouges, fatigués. « Je ne sais pas, Madame Seba. Je suis venue ici parce que vous méritez de savoir la vérité. Que faire avec cette vérité? C'est à vous de décider. Mais décidez vite, parce que le temps s'épuise pour tout le monde. » Elle s'est dirigée vers la porte, mais avant de sortir, s'est retournée une dernière fois. « Ces cahiers sont maintenant à vous. J'ai fait des copies des pages principales et je les ai cachées dans un endroit sûr. S'il m'arrive quelque chose, il y a des gens qui savent où elles sont. Mais les originaux, je ne peux pas les garder chez moi. Ils vont tout fouiller là-bas tôt ou tard. Au moins ici avec vous, ils ne vont pas soupçonner au début. Mais cachez-les bien et faites attention. » Et elle est partie, me laissant là seule avec ces maudits cahiers sur la table basse. Je suis restée immobile, je ne sais combien de temps. Ça pouvait être 5 minutes, ça pouvait être 1 heure. Juste à regarder ces cahiers, ces noms, ces chiffres qui représentaient des vies détruites. J'en ai pris un par un et j'ai commencé à lire. J'ai tout lu. Chaque nom, chaque dette, chaque note sur les recouvrements, sur les menaces, sur la violence. Il y avait des gens qui avaient perdu leur maison, des gens qui avaient perdu leur emploi parce qu'on leur avait cassé la main ou la jambe lors d'un recouvrement. Des femmes qui avaient été humiliées devant leurs enfants, des enfants qui avaient vu leurs parents se faire tabasser. Et le pire,
Sur plusieurs pages, il y avait des notes du type « Payer avec le réfrigérateur, payer avec la radio, payer avec le vélo, payer avec la machine à coudre ». Et soudain, je me suis souvenu de notre réfrigérateur, de notre télévision, de tant de choses que nous avions à la maison. Était-ce de ces familles? Le réfrigérateur où je gardais la nourriture de mes enfants avait-il été pris à une mère qui en avait besoin pour que le lait de son bébé ne tourne pas? J'ai vomi là même dans la poubelle du salon. J'ai vomi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans mon estomac. Quand j'ai réussi à me reprendre un peu, j'ai regardé l'horloge. Il était 16h30. Joseph arriverait de l'école dans une demi-heure. Marianne peu après. Albert revenait du travail à 18h. J'avais peu de temps. J'ai pris tous les cahiers, les ai remis dans le sac et suis allé les cacher. Je ne pouvais pas les laisser dans un endroit évident. J'ai pensé à plusieurs endroits, sous le lit, dans l'armoire, dans la cuisine, mais tous semblaient trop faciles à trouver. Jusqu'à ce que j'aie une idée. Dans la cour, nous avions un bac à linge en béton. Sous le bac, il y avait un espace vide, comme une armoire encastrée, où nous gardions le savon, le seau, ces choses. Mais au fond de cet espace, il y avait de vieilles planches que mon beau-père avait laissées là quand il avait construit le bac, recouvertes d'un vieux tissu. Je suis allée là-bas, j'ai tout enlevé, j'ai soulevé les planches et j'ai caché le sac avec les cahiers tout au fond, bien caché. J'ai recouvert avec les planches, j'ai mis le tissu par-dessus et j'ai rangé les seaux et le savon devant. Personne n'allait chercher là. C'était un endroit de femme, de travail de ménagère. Un homme ne s'approchait même pas de ça. Je suis retournée à l'intérieur, me suis lavé le visage et rangé le salon, essayé de paraître normale, mais à l'intérieur, j'étais brisée. Comment allais-je regarder Albert quand il arriverait? Comment allais-je m'asseoir à la table du dîner avec lui, sachant ce que je savais? Comment allais-je me coucher dans le même lit que cet homme? Et la question qui me tourmentait le plus, devais-je faire quelque chose avec cette information? Avais-je l'obligation morale de dénoncer? Mais et si, en dénonçant, je mettais mes enfants en danger? Et si le policier corrompu venait après nous? Et si les victimes, voulant se venger, ne faisaient pas de distinction entre Albert et le reste de la famille? J'étais mariée à un monstre, et pendant 15 ans, sans le savoir, j'avais été sa complice. Joseph est arrivé de l'école à 17h, comme toujours. Il est entré par la porte de la cuisine, a jeté son cartable par terre et est allé directement prendre un verre d'eau. « Maman, qu'est-ce qu'il y a pour le goûter? Je meurs de faim. » J'étais là, debout devant le fourneau, regardant la casserole de ragoût bouillir, mais sans rien voir. Ma tête était loin, pensant à ces cahiers cachés dans le bac à linge, aux familles détruites, à l'homme qui s'était pendu. « Maman, vous allez bien ?» La voix de Joseph m'a ramenée. Je me suis retournée et j'ai forcé un sourire. « Oui, mon fils, je suis juste fatiguée. Il y a du pain avec du beurre là et de la tarte au sucre que j'ai faite hier. » Il a pris son goûter et est allé dans la cour jouer au ballon. Marianne est arrivée une demi-heure plus tard, se plaignant d'un contrôle de maths, d'un professeur ennuyeux, ces trucs d'adolescent. Je répondais en automatique, hochant la tête, faisant semblant d'être attentive. Mais à l'intérieur, je répétais comment j'allais agir quand Albert arriverait. Est-ce que j'arriverais à faire semblant de ne rien savoir? Est-ce qu'il percevrait quelque chose de différent en moi? Je n'ai jamais été bonne menteuse. J'ai toujours été trop transparente. Ma mère disait toujours ça. « Séba, tu ne sais rien cacher. Tout ce que tu ressens apparaît sur ton visage, » disait-elle. À 18h pile, j'ai entendu le bruit de la 2CV qui s'arrêtait devant la maison. Mon cœur s'est emballé. Mes mains ont commencé à trembler. J'étais en train de couper la tomate pour la salade et le couteau a failli glisser de mes doigts. La porte s'est ouverte. Ses pas dans le salon, le bruit de sa sacoche de travail posée sur la chaise, sa voix appelant « Séba, apporte-moi de l'eau, j'ai soif ». Cette voix, la même voix que j'avais entendue pendant 15 ans. La voix qui me saluait le matin, qui parlait avec les enfants, qui priait le chapelet avec moi le dimanche. Comment cette même voix avait-elle pu ordonner qu'on casse les doigts d'un homme? Comment cette voix avait-elle pu menacer des familles pauvres? J'ai pris un verre, l'ai rempli d'eau fraîche du réfrigérateur,
ce réfrigérateur acheté avec de l'argent sale, et je l'ai apporté au salon. Il était assis sur le canapé, enlevant ses chaussures, avec le journal à côté. Quand je suis entrée, il a levé les yeux vers moi, et, à ce moment-là, j'étais sûre qu'il allait savoir, qu'il allait regarder mon visage et savoir que quelque chose avait changé. Mais il a juste pris le verre, bu toute l'eau d'un coup et dit « Le dîner est presque prêt, j'ai faim. » Oui, presque, encore 15 minutes. Il a hoché la tête et a ouvert le journal. Je suis retournée à la cuisine en tremblant. J'ai réussi. J'ai réussi à paraître normale, ou du moins, il n'avait rien remarqué. Le dîner a été une torture. Assis là à table, moi, lui, Marianne et Joseph. Paul était sorti avec sa petite amie. Nous mangions en silence, comme d'habitude. Albert n'a jamais été du genre à parler beaucoup pendant les repas, mais ce silence m'étouffait. Je le regardais mâcher, boire de l'eau, tremper le pain dans le ragoût, et je pensais « Comment cet homme peut-il manger tranquillement sachant qu'une personne s'est suicidée à cause de lui? Comment peut-il s'asseoir ici devant ses enfants, faisant semblant d'être un père de famille normal, travailleur, honnête? Ce ragoût manque de sel, Séba, a-t-il commenté. Je me suis levée rapidement, j'ai pris la salière, l'ai mise devant lui. Mes mains tremblaient. Tu es nerveuse aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose? A-t-il demandé, me regardant avec ses yeux qui me semblaient maintenant ceux d'un étranger. Non, rien, je suis juste fatiguée. Il a continué à manger, mais j'ai senti qu'il m'observait. Après le dîner, il est allé prendre sa douche. Marianne est allée étudier dans sa chambre, Joseph écoutait la radio. Je suis restée à faire la vaisselle, les mains plongées dans l'eau savonneuse, et je pleurais en silence, les larmes tombant mélangées à l'eau de l'évier. Je suis allée me coucher tôt, avant qu'il ne sorte de la douche. J'ai fait semblant de dormir quand il s'est couché à mes côtés. J'ai senti son poids enfoncer le matelas. J'ai senti l'odeur de l'eau de Cologne qu'il mettait après la douche. Une odeur qui avant m'apportait du réconfort, mais maintenant me donnait la nausée. Il a éteint la lumière et est resté tranquille. J'ai gardé les yeux fermés, la respiration contrôlée, faisant semblant de dormir, mais à l'intérieur j'étais paniquée. J'étais couchée à côté d'un homme violent, d'un criminel, et il ne savait pas que je savais. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Je me tournais d'un côté à l'autre, faisant attention à ne pas le réveiller. Chaque fois qu'il bougeait, je gelais de peur. Et s'il soupçonnait quelque chose? Et s'il avait remarqué que j'étais différente? Les nuits suivantes ont été pareilles. Je vivais dans une tension constante. Chaque fois que le téléphone sonnait, je gelais. Chaque fois que quelqu'un frappait à la porte, je pensais « Sont-ce les autres usuriers venant chercher les cahiers ou sont-ce les victimes venant pour se venger ?» Albert était aussi différent, plus nerveux, plus silencieux. Il n'est pas sorti le samedi suivant, le deuxième samedi sans les cartes. Il était resté à la maison, agité, marchant d'un côté à l'autre. Il a répondu au téléphone 3 fois et disait toujours la même chose. On se voit la semaine prochaine pour décider. Pour l'instant, tout le monde reste tranquille. Le lundi, il est parti plus tôt au travail, mais j'ai vu par la fenêtre. Il n'est pas allé du côté du garage, il est allé dans la direction opposée. Il se retrouvait avec les autres, j'en suis sûre. Je devenais folle. Je n'arrivais plus à manger correctement. Je maigrissais. Je ne dormais pas. Je vivais en sursaut. Marianne a demandé si j'étais malade. Joseph a dit que j'avais une tête de fantôme. Je disais que c'était juste de la fatigue, que ça allait passer, mais ça ne passait pas. Comment ça allait passer? Je vivais un mensonge, habitant avec un homme que je ne connaissais pas, et j'avais ces cahiers cachés dans le bac à linge avec des preuves de crimes terribles et je ne savais pas quoi en faire. Jusqu'à ce qu'un jeudi, 8 jours après la visite de Madame Colette, quelque chose se passe qui a tout changé. Il était 16 heures. J'étais dans la cour en train d'étendre le linge. Albert était rentré du travail plus tôt encore. Il faisait ça toutes les semaines maintenant. Il était dans la maison. Je pensais qu'il se reposait dans la chambre. Soudain, j'ai entendu un bruit étrange venant de la zone du bac à linge. Je suis allée voir et j'ai failli mourir du cœur. C'était lui, Albert, fouillant sous le bac. Il enlevait les seaux, le savon, cherchait quelque chose. « Qu'est-ce que tu fais ?» j'ai demandé, essayant de garder la voix ferme.
Il s'est retourné et son visage était comme celui que j'avais vu à la veillée de Monsieur Olivier. Dur, froid, dangereux. Je cherche quelque chose qui devrait être ici. Tu as vu un sac? Un paquet par ici? Mon sang s'est figé. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait que les cahiers étaient ici. Quel sac? De quoi tu parles? Il s'est levé, s'est approché de moi, très près. Pour la première fois en 15 ans de mariage, j'ai eu peur de lui. Vraiment peur. Ne fais pas semblant de ne pas savoir, Séba. Madame Colette est venue ici. Valentin l'a vue sortir d'ici ce jour-là. Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Qu'est-ce qu'elle t'a montré? J'ai pensé à mentir, à dire que je ne savais rien, mais je savais que ça ne servirait à rien. Il allait fouiller toute la maison, allait trouver les cahiers, et alors ce serait pire. Elle m'a montré des cahiers, j'ai dit, et ma voix est sortie tremblante. Des cahiers avec des noms de personnes, avec des dettes. Il a fermé les yeux, respiré profondément, et quand il les a rouverts, il y avait une colère dans ses yeux qui m'a terrifiée. Où sont les cahiers, Séba? Je ne sais pas. Elle les a emportés. C'était rapide. Il m'a attrapé par le bras, serrant fort, me faisant mal. Ne me mens pas. Elle a laissé les cahiers ici. Où les as-tu cachés? J'ai essayé de me libérer, mais il serrait de plus en plus fort. Pour la première fois, j'ai vu l'homme violent que ses victimes voyaient. L'homme qui ordonnait des recouvrements brutaux, qui cassait des doigts, qui détruisait des vies. Lâche-moi, tu me fais mal. Je vais faire bien plus que te faire mal si tu ne me donnes pas ces cahiers maintenant. Les enfants n'étaient pas à la maison, Dieu merci. Marianne était allée chez une amie, Joseph était à l'entraînement de foot, Paul au travail. C'était juste lui et moi, et j'avais peur de ce dont il était capable. C'est sous le bac, j'ai dit en pleurant. Au fond, sous les planches. Il m'a lâché avec force, me jetant sur le côté et est allé directement là-bas. Il a tout enlevé, arraché les planches et tiré le sac. Il l'a ouvert frénétiquement, a commencé à feuilleter les cahiers, vérifiant que tout était là. « Tu as lu » a-t-il demandé sans me regarder. « Oui. » Il s'est arrêté, a fermé le cahier qu'il tenait et m'a finalement regardé. « Alors tu sais ?»« Je sais tout. Je sais que tu es un usurier, que tu prêtes de l'argent à des gens pauvres en demandant des intérêts absurdes, que tu ordonnes de tabasser ceux qui ne payent pas, que tu as détruit des familles entières, qu'à cause de toi, un homme s'est suicidé. » Il n'a rien nié, et juste resté là, tenant ses maudits cahiers. C'était des affaires, Séba, juste des affaires. Ces gens avaient besoin d'argent, on leur donnait. C'est comme ça que le monde fonctionne. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il parlait comme si c'était normal, comme si c'était acceptable. Des affaires. Tu appelles affaires casser les doigts d'un homme, brûler le stand d'un père de famille, prendre la machine à coudre d'une couturière qui en avait besoin pour nourrir ses enfants? Ils connaissaient les risques quand ils ont emprunté l'argent. Personne ne les a obligés à rien. Ils étaient désespérés. Ils avaient besoin d'argent pour le médecin, pour la nourriture, pour les médicaments, et vous avez profité de leur désespoir. Il a fait un pas vers moi, et j'ai vu cet homme froid, calculateur, que je ne connaissais pas. Tu as bien profité de l'argent, n'est-ce pas? Tu n'as jamais réclamé du réfrigérateur, de la télévision, de la voiture, des nouveaux vêtements. Tu as tout utilisé, profité de tout. Alors ne viens pas maintenant jouer les saintes, Séba. Tu es aussi coupable. Cela m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac, parce que c'était vrai. J'avais utilisé cet argent, j'en avais profité, sans connaître l'origine, mais je l'avais utilisé et ça me rendait complice d'une certaine façon. Je ne savais pas, j'ai dit en pleurant, je ne savais pas d'où venait l'argent. Mais maintenant tu sais, et tu vas faire quoi? Me dénoncer? Courir à la police? Il s'est encore rapproché et maintenant j'étais coincée entre lui et le mur. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, Séba. Si tu vas à la police, tu iras en prison aussi, parce que tu as utilisé l'argent. Tu es ma femme, tu habites dans la même maison, tu utilises les mêmes biens. Aux yeux de la loi, tu es complice. Et tu sais ce qui va arriver à nos enfants si nous allons tous les deux en prison? Ils vont se retrouver à la rue, ils vont avoir faim, ils vont souffrir. Il me menaçait avec nos propres enfants. Et il y a autre chose, a-t-il continué. J'ai une protection. J'ai un inspecteur de police qui reçoit sa part tous les mois. Si tu essaies de me dénoncer,
Il le saura avant même le commissaire. Et alors, Seba, alors tu vas avoir un accident. Tu vas tomber dans l'escalier? Tu vas te couper dans la cuisine? Tu vas avoir un problème de santé soudain. Ces choses arrivent. Il me menaçait de mort. Mon propre mari disait qu'il allait me tuer si je le dénonçais. Alors, c'est comme ça que ça va être? J'ai demandé encore en pleurant, mais maintenant avec une colère grandissant en moi. Tu vas continuer à détruire des familles et je dois rester silencieuse, faire semblant de ne rien savoir. Exactement. Tu vas rester silencieuse, tu vas continuer à t'occuper de la maison et des enfants, et tu vas oublier que tu as vu ces cahiers. Je vais les garder dans un endroit sûr où tu ne les trouveras jamais. Et la vie continue comme elle a toujours été. Et l'homme qui s'est suicidé, et les familles qui ont tout perdu, ça ne signifie rien pour toi? Il a mis les cahiers dans le sac et m'a regardé avec un mépris qui m'a fait me sentir plus petite que rien. Ça signifie qu'ils étaient faibles. Les gens faibles ne survivent pas dans ce monde, Seba. C'est comme ça depuis toujours. Les forts gagnent, les faibles perdent. J'ai choisi d'être fort. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Je ne connaissais pas cet homme. Je ne l'avais jamais connu. J'avais vécu 15 ans mariée à un masque, et maintenant le masque était tombé. Et ce qu'il y avait derrière était un monstre. Il est sorti de la cour en emportant le sac, est entré dans la maison, a pris les clés de la voiture et est parti. Il n'a même pas regardé en arrière. Je suis restée là, dans la cour, adossée au mur, pleurant de peur, de colère, de honte, d'impuissance. Qu'allais-je faire? J'étais prisonnière. Si je dénonçais, il me tuerait. Si je restais silencieuse, je serais complice de crimes horribles pour le reste de ma vie. Et pire, il avait raison sur une chose. J'avais utilisé cet argent, j'en avais profité. Même sans le savoir, j'avais été soutenue par la souffrance d'autres personnes, et ça me faisait honte plus que tout. Je suis restée là jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Quand les enfants sont arrivés, je me suis lavé le visage. J'ai fait semblant que tout allait bien. J'ai préparé le dîner. Albert n'est pas revenu pour dîner. Il est arrivé tard dans la nuit, est allé directement dans la chambre, s'est couché le dos tourné vers moi. Les jours suivants, il m'ignorait complètement. Il me parlait seulement le nécessaire, devant les enfants. Mais quand nous étions seuls, il me regardait avec ce regard d'avertissement. N'ose rien faire. J'étais brisée à l'intérieur. Je ne voyais pas d'issue. Je pensais à fuir, à prendre les enfants et disparaître. Mais où? Avec quel argent? Comment allais-je subvenir aux besoins de 3 enfants seuls? Une femme séparée à cette époque était motif de scandale, d'exclusion sociale. Personne ne louait de maison à une femme sans mari. Personne ne donnait d'emploi décent. Je pensais à en parler à quelqu'un, ma mère, une amie, le prêtre. Mais, et si je parlais et que la personne allait parler à Albert? Et si la nouvelle se répandait et arrivait aux policiers corrompus? J'étais dans une prison sans barreaux, mais une prison quand même. Jusqu'à ce qu'un matin, 2 semaines après tout ça, j'étais au marché en train d'acheter des légumes quand une femme s'est approchée de moi. Elle était plus âgée, devait avoir environ 60 ans, maigre, avec des vêtements simples mais propres. « Vous êtes la femme d'Albert » a-t-elle demandé doucement. Mon cœur s'est glacé. Je savais ce qui allait suivre. « Oui, je m'appelle Madame Agnès. Mon mari s'appelait Raoul Thibault. » L'homme qui s'était pendu. Sa veuve était devant moi. « Je suis désolée. » J'ai commencé à dire, mais elle m'a interrompue. « Vous savez ce que votre mari a fait au mien? Vous savez qu'ils lui ont cassé les doigts, qu'il n'a plus pu travailler? Qu'il s'est suicidé parce qu'il ne supportait plus la dette et les menaces? » Je tremblais. Les gens autour commençaient à regarder. « J'ai découvert il y a peu de temps, » j'ai dit doucement. « Je ne savais rien de tout ça avant, je le jure. » Elle m'a regardé avec un mélange de colère et de désespoir. « Eh bien maintenant, vous savez. Et je veux que vous sachiez autre chose. Je ne suis pas la seule. Il y a plus de 30 familles qui ont été détruites par ce groupe d'usuriers et nous nous organisons. Nous allons chercher justice, avec la police ou sans la police. Vous devriez quitter cette maison tant qu'il est encore temps. » Et elle est partie, me laissant là debout au milieu du marché, avec mon sac de courses dans la main et le monde s'effondrant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée à penser à tout,
aux cahiers, aux victimes, à mon mari, à cette femme au marché, à mes enfants. Et j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Je n'arriverais pas à vivre le reste de ma vie sachant que j'avais été complice de ça. Mais je ne pouvais pas non plus simplement aller à la police, parce qu'Albert allait me tuer et les enfants allaient devenir orphelins. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de quelqu'un qui soit plus fort que la peur, plus fort que les menaces, plus fort qu'Albert. Et je savais exactement qui aller voir. Le vendredi matin, dès qu'Albert est parti travailler et que les enfants sont partis à l'école, j'ai mis ma plus belle robe, celle bleu marine avec des boutons blancs que je portais pour aller à la messe. J'ai attaché mes cheveux et je suis sortie de la maison. Je suis allée directement à l'église Saint-Antoine, à 3 rues de chez nous. C'était une petite église, simple, avec des bancs en bois usés et un grand crucifix derrière l'autel. Je fréquentais cette église depuis mon mariage. Je connaissais chaque coin, chaque image de saint, chaque vitrail. Le père André était dans la sacristie, en train de ranger les ornements pour la messe de midi. C'était un homme déjà âgé, devait avoir ses 65 ans, cheveux blancs, lunettes à monture épaisse, toujours avec cette manière calme et accueillante. Il avait baptisé mes 3 enfants, avait béni mon mariage, avait donné la première communion à Marianne. Quand il m'a vu entrer, il a souri. « Madame Séba, quelle bonne surprise! Vous venez aider à préparer les fleurs pour la messe de dimanche ?» J'ai fermé la porte derrière moi et l'ai verrouillée. Son sourire a disparu quand il a vu l'expression sur mon visage. « Père André, je dois confesser quelque chose, mais ce n'est pas la confession de mon péché. C'est autre chose et j'ai besoin de votre aide. » Il a enlevé ses lunettes, les a nettoyées sur sa soutane, les a remises et m'a indiqué une chaise. « Asseyez-vous ici, ma fille. Racontez-moi ce qui se passe. » Et j'ai tout raconté, absolument tout. Les samedis de cartes qui n'étaient pas des cartes. Madame Colette apparaissante avec les cahiers, les vies détruites, l'homme qui s'était pendu, la confrontation avec Albert, les menaces, le policier corrompu, la veuve qui m'avait abordé au marché, tout. Je pleurais en parlant, les mots sortant en désordre, des années d'angoisse se déversant là dans la sacristie. Le père André écoutait en silence, le visage de plus en plus grave, les mains entrelacées sur la table. Quand j'ai terminé, je suis restée à attendre qu'il dise quelque chose. Ça a pris quelques minutes. Il s'est levé, est allé jusqu'à la petite fenêtre de la sacristie qui donnait sur le jardin de l'église, est resté à regarder dehors. Je me doutais déjà que quelque chose n'allait pas dans le quartier, a-t-il dit finalement. Ces dernières années, plusieurs personnes sont venues ici demander de l'aide, disant qu'elles devaient de l'argent à des usuriers, qu'elles étaient menacées. J'ai aidé comme j'ai pu. J'ai donné des paniers de nourriture, payé quelques petites factures avec l'argent de l'église, mais je ne savais pas que c'était aussi organisé et je n'aurais jamais imaginé qu'Albert... Il s'est tourné vers moi. « Vous êtes en danger, Madame Séba. Si votre mari découvre que vous êtes venue me parler, s'il sait que vous pensez à dénoncer... » « Je sais, mon père, je sais que je suis en danger. Mais je ne supporte plus de vivre avec ça. Je n'arrive plus à dormir dans le même lit que cet homme. Je n'arrive plus à regarder mes enfants, sachant que tout ce que nous avons a été volé à des gens pauvres. Je dois faire quelque chose. » Il est revenu près de moi, a tiré une chaise, s'est assis en face de moi. « Que voulez-vous faire, ma fille ? » « Je veux dénoncer. Je veux que la police les arrête, qu'ils rendent ce qu'ils ont volé, qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. » Mais Albert a dit qu'il y a un policier qui les protège et j'ai peur d'aller au commissariat et de tomber justement sur ce policier. Alors je vais mourir et mes enfants vont rester sans mère. Le père André est resté pensif, passant la main sur son menton. « Je connais un procureur, a-t-il dit après un moment. Il est de la paroisse, il aide l'Église dans les questions juridiques, un homme sérieux, intègre. Il n'a pas de lien avec la police locale. Si vous voulez, je peux organiser une rencontre avec lui. Mais, Madame Séba, vous devez comprendre quelque chose. Si vous faites ça, il n'y a pas de retour. Votre vie va être bouleversée. Vous pouvez perdre votre maison, vos biens, votre mariage va se terminer. Il se peut qu'ils mettent du temps à vous croire. Il se peut qu'ils essaient de vous incriminer aussi. C'est un chemin très difficile. Je sais, mon père, mais rester silencieuse me tue aussi. Ça me tue de l'intérieur. Il a pris mes mains avec ses vieilles mains calleuses. Alors,
Faisons comme ça. Je vais parler au procureur aujourd'hui même et vous allez parler à Madame Colette et à d'autres victimes, parce que ça ne peut pas être juste vous contre eux. Il faut que ce soit un mouvement plus grand, il faut avoir plusieurs voix. Plus il y aura de gens qui dénoncent, plus ce sera difficile pour eux d'étouffer l'affaire. Il avait raison. Seul, j'étais faible, mais ensemble, les victimes et moi, nous avions une chance. Il y a autre chose, a continué le père. Dimanche prochain, il y a la messe de 10 heures, qui est la plus remplie. Il vient environ 200 personnes, beaucoup de gens du quartier, y compris plusieurs des familles qui ont été lésées par ces usuriers. Si vous voulez faire une dénonciation publique, un témoignage devant tout le monde, je peux vous donner cet espace. Mais ça doit être vous, Madame Seba. Ça doit être la femme de l'un d'eux qui parle, parce qu'alors personne ne pourra dire que c'est un mensonge. Mon cœur a failli s'arrêter. Parler à l'église, devant tout le monde, devant les voisins, les connaissances, les autres femmes, les usuriers. Et si Albert était là? Et s'il faisait quelque chose sur le moment? Je ne sais pas si j'en suis capable, mon père. Parler en public comme ça. Personne ne vous oblige, ma fille. C'est votre choix. Mais réfléchissez bien. Si vous dénoncez seulement à la justice, ça peut prendre des mois, des années avant que quelque chose se passe. Et pendant ce temps, ils continuent à opérer, continuent à détruire des familles. Mais si vous les exposez publiquement, si tout le quartier sait qui sont les usuriers, ils perdent leur pouvoir, parce que leur force vient du secret, vient de la peur que les gens ont de parler. Si vous brisez ce silence, vous en finissez avec eux. Je savais qu'il avait raison, mais parler en public, exposer ma propre honte, admettre que j'avais été soutenu par de l'argent sale, c'était trop demandé. Laissez-moi réfléchir. C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Je suis sortie de l'église les jambes tremblantes. Je suis rentrée à la maison en automatique, sans même voir le chemin. Quand je suis arrivée, je me suis assise à la table de la cuisine et je suis restée là, immobile, à réfléchir. Est-ce que j'avais le courage de faire ça? De monter à l'hôtel, de prendre le micro, de raconter à tout le monde la vérité sur mon mari, sur moi-même? J'ai passé le week-end dans un état de tension terrible. Albert continuait à m'ignorer. Le samedi, il est sorti le matin et n'est revenu que le soir. Il n'a pas dit où il était allé. Je n'ai pas demandé. Nous vivions comme deux étrangers dans la même maison. Le dimanche, j'ai dit que j'allais à la messe de 10 heures. Il n'a même pas répondu. Il lisait le journal dans le salon, n'a même pas levé les yeux. Je suis arrivée à l'église une demi-heure avant. Le père André m'attendait. Il m'a emmenée à la sacristie et m'a présentée à deux femmes qui étaient là. L'une d'elles était Madame Colette, l'autre était Madame Agnès, la veuve de l'homme qui s'était pendu. « Madame Seba, a dit le père, elles veulent vous parler. » Madame Colette est venue vers moi et m'a serrée dans ses bras. C'était la première fois que nous nous voyions depuis le jour où elle avait apporté les cahiers. « Merci d'être ici, a-t-elle dit. Merci d'avoir du courage. » Madame Agnès est restée un peu plus à distance, les bras croisés, me regardant avec méfiance. « Le père m'a dit que vous voulez dénoncer votre mari, a-t-elle dit. Pourquoi? Remords? Culpabilité? Ou peur de perdre vos biens quand ils vont l'arrêter? La question m'a fait mal, mais elle était juste. Je méritais cette méfiance. La culpabilité, oui, j'ai répondu. Beaucoup de culpabilité, parce que j'ai utilisé l'argent qui venait de la souffrance de votre famille, de la vôtre et de tant d'autres. Je ne savais pas, mais je l'ai utilisé et ça me fait honte plus que tout. Je ne peux pas défaire ce qui a été fait. Je ne peux pas ramener votre mari, mais je peux faire en sorte qu'il paie pour ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que je veux. Elle m'a regardé longuement, cherchant la fausseté, cherchant le mensonge. Puis, lentement, elle a hoché la tête. Le père a dit que vous pensez à parler à la messe aujourd'hui devant tout le monde. J'y pense, mais j'ai très peur. Peur de quoi? De votre mari, des autres usuriers? De tout ça et de tout le monde me regardant comme la femme d'un criminel. Comme complice, a-t-elle complété. Oui. Elle a fait un pas vers moi. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose, Madame Seba. Quand mon mari s'est suicidé, tout le monde m'a regardé avec pitié, mais aussi avec jugement. Pourquoi a-t-elle laissé les choses en arriver là? Pensait-il.
Pourquoi n'a-t-il pas demandé de l'aide? Comme si la faute était la nôtre, de la victime. Vous savez ce que c'est d'enterrer votre mari en sachant qu'il s'est suicidé parce qu'il ne voyait plus d'issue? Vous savez ce que c'est d'expliquer à vos enfants que leur père ne supportait plus de vivre? Sa voix était étranglée maintenant. Je sais que vous êtes aussi victime de votre mari, Madame Seba. Il vous a trompé, vous a utilisé, vous a mise dans une position horrible. Mais la différence entre vous et nous, c'est que vous avez encore le choix. Vous pouvez encore faire quelque chose. Mon mari n'a pas eu ce choix. Il était déjà mort à l'intérieur avant même de se pendre. Je pleurais. Elle pleurait. Madame Colette pleurait. Le père André nous observait en silence. Si vous montez à cet hôtel aujourd'hui et racontez la vérité, a continué Madame Agnès, vous donnerez une voix à toutes les familles qui ont été détruites. Vous direz à ces hommes que leur temps est terminé. Et vous sauverez d'autres personnes de passer par ce que nous avons vécu. Elle a pris ma main, l'a serrée fort. Alors, ayez du courage pour mon Raoul, pour les autres victimes et pour vous-même. À ce moment-là, j'ai su ce que je devais faire. Je vais parler, j'ai dit. Je vais tout raconter. Le père André a hoché la tête. Alors faisons comme ça. Je fais la messe normalement. Au moment des annonces de la communauté, après la communion, je vous appelle pour parler. Vous montez, prenez le micro et dites ce qui est dans votre cœur. Sans peur. Dieu est avec vous. Les 3 femmes sont sorties de la sacristie pour s'asseoir dans l'église. Je suis restée encore un peu à essayer de calmer mon cœur qui battait à tout rompre. J'ai regardé le crucifix sur le mur. Jésus souffrant sur la croix. S'il avait pu supporter tant de douleurs, tant d'injustices, je pourrais aussi supporter ce qui allait venir. La messe a commencé. Je me suis assise au fond, seule. L'église était vraiment pleine, comme le père l'avait dit. Plus de 200 personnes. J'ai vu beaucoup de visages connus. Madame Irène, ma voisine, Monsieur Maurice de l'épicerie, Madame Régine qui vendait du pain, des familles entières, des enfants, des personnes âgées. J'ai regardé autour, cherchant Albert. Il n'était pas là, Dieu merci. S'il avait été là, je ne sais pas si j'aurais eu le courage. Mais j'ai vu Monsieur Marcel assis avec sa femme et ses enfants devant. J'ai vu Monsieur Valentin avec sa famille au milieu de l'église. J'ai vu Monsieur Georges quelques rangées devant moi. Les autres usuriers étaient là, tranquilles, chantant les hymnes, récitant les prières, faisant semblant d'être des hommes de bien. La messe a suivi. Lecture de l'Évangile, homélie du Père, offertoire, consécration, communion. J'ai participé à tout en automatique, les prières sortant de ma bouche, mais la tête ailleurs, répétant mentalement ce que j'allais dire. Puis est venu le moment des annonces. Le père André est monté à l'autel, a pris le micro et a commencé à parler des activités de la semaine, du groupe de prière, du catéchisme. Puis il s'est arrêté, m'a regardé au fond et a dit « Avant de terminer, nous avons un témoignage d'une sœur de la communauté. Madame Sébastienne, s'il vous plaît, venez ici devant. » Mon cœur a failli sortir de ma bouche. Les gens ont commencé à regarder autour, cherchant qui était cette Madame Sébastienne. Je me suis levée lentement, les jambes tremblant tellement que je pensais que j'allais tomber. J'ai commencé à marcher par l'allée centrale. Ce fut la marche la plus longue de ma vie. Chaque pas semblait peser une tonne. Je sentais les yeux de tout le monde sur moi. J'entendais les chuchotements. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle va dire? N'est-ce pas la femme d'Albert? Quand je suis passé près de l'endroit où Monsieur Marcel était assis, je l'ai vu me regarder les yeux écarquillés, puis chuchoter quelque chose à l'oreille de sa femme. Monsieur Valentin m'a aussi vu et est devenu tendu. Il savait que quelque chose n'allait pas. J'ai monté les 3 marches de l'hôtel. Le père André m'a tendu le micro. Je l'ai tenu à 2 mains parce que je tremblais tellement que j'avais peur de le laisser tomber. J'ai regardé cette mère de visage me regardant, attendant. J'ai respiré profondément et j'ai commencé à parler. Je m'appelle Sébastienne. Beaucoup d'entre vous me connaissent comme Madame Séba, femme d'Albert, mère de Paul, Marianne et Joseph. J'habite dans ce quartier depuis 20 ans. Je fréquente cette église depuis mon mariage. Ma voix était tremblante, mais elle sortait. J'ai continué. Je viens ici aujourd'hui faire une confession publique et demander pardon. Silence absolu dans l'église.
Aucun enfant ne faisait de bruit. Pendant 15 ans, mon mari sortait tous les samedis en disant qu'il allait jouer aux cartes avec des amis. J'y croyais, je n'ai jamais douté, mais il y a quelques semaines, j'ai découvert la vérité. J'ai vu M. Marcel se lever discrètement, comme s'il allait sortir. Mais le père André a fait un signe à 2 hommes qui étaient aux portes. C'étaient des membres de la pastorale qui l'avaient prévenu avant. Ils ont fermé les portes. Personne n'allait sortir. La vérité est que mon mari ne jouait pas aux cartes. Lui et un groupe d'hommes de ce quartier opéraient un système d'usure. Ils prêtèrent de l'argent à des gens pauvres, des gens désespérés, en demandant des intérêts de 20-30% par mois. Et quand ces personnes ne se pouvaient pas payer, ils prenaient leurs biens, les humiliaient, les menaçaient. Ma voix a flanché, mais j'ai forcé pour continuer. Et pire, ils tabassèrent les victimes, cassèrent des doigts, brûlèrent des stands de marché, détruisèrent des foyers. Et à cause de ça, un homme, un père de famille, un travailleur honnête, s'est suicidé parce qu'il ne supportait plus la pression. Maintenant, il y avait des gens qui pleuraient dans l'église, d'autres la bouche ouverte, en état de choc. J'ai vu plusieurs familles se regarder, reconnaissant qu'elles aussi avaient été victimes. J'ai utilisé l'argent qui venait de cette souffrance, j'ai continué, les larmes coulant sur mon visage. J'ai acheté un réfrigérateur, une télévision, fait des rénovations dans la maison, tout avec de l'argent sale. Je ne savais pas d'où il venait, mais ça ne m'exempte pas. J'aurais dû demander, j'aurais dû me douter, et maintenant je viens ici devant vous tous demander pardon pour mes omissions. J'ai regardé directement où Madame Agnès était assise. Je demande pardon spécialement à la famille de Monsieur Raoul Thibault, qui a perdu la vie à cause de ce système criminel. J'ai vu Madame Agnès pleurer, mais hocher la tête. Et je veux que tout le monde sache qui sont ces hommes. Je veux que vous sachiez qu'ils sont ici maintenant dans cette église en faisant semblant d'être des gens bien. J'ai pointé Monsieur Marcel. Celui-là est l'un d'eux, Monsieur Marcel. Il est devenu rouge, a essayé de protester, mais les gens autour s'écartaient déjà de lui, le regardant avec dégoût. Et Monsieur Valentin, et Monsieur Georges. J'ai nommé chacun d'eux. Leurs femmes étaient en état de choc. Certains se levaient indignés, d'autres essayaient de sortir, mais les portes étaient bloquées par les hommes de la pastorale. Et le chef de tous, c'est mon mari, Albert. Il coordonnait les recouvrements, autorisait les violences, gardait les registres de tout. Le tumulte dans l'église grandissait, des gens criaient, insultaient, pleuraient. Le père André a demandé le calme, mais c'était difficile à contrôler. J'ai les preuves de tout, j'ai crié dans le micro. J'ai les cahiers avec les noms de plus de 300 familles qui ont été lésées. Et ces preuves vont aller à la justice. Il n'y aura pas de protection de policiers corrompus qui tiendra, parce que maintenant, tout le quartier sait, et vous êtes tous témoins. Ce fut le chaos. Les gens se sont levés, ont encerclé les usuriers, criaient, insultaient. Leurs femmes pleuraient de honte. Le père André a dû monter à l'hôtel et demander l'ordre, menaçant d'appeler la police s'il ne se calmait pas. Je suis descendue de l'hôtel en tremblant. Madame Colette et Madame Agnès sont venues en courant me soutenir. D'autres femmes, des victimes que je ne connaissais même pas, sont venues me remercier, m'embrasser, pleurer avec moi. « Vous avez été très courageuse », a dit Madame Agnès. « Très courageuse ». Le père André a réussi à calmer les gens et à terminer la messe rapidement. Les usuriers sont sortis en courant dès qu'on a ouvert les portes, poussés et insultés par les gens. Leurs femmes sont restées derrière, humiliées, pleurant, sans savoir quoi faire. Je savais que quand j'arriverais à la maison, l'enfer allait commencer. Mais je l'avais fait. J'avais eu du courage. J'avais exposé la vérité. Et maintenant, il n'y avait plus de retour. Je ne suis pas rentrée à la maison après la messe. Je n'avais pas le courage. Je savais qu'Albert devait déjà tout savoir. Quelqu'un avait déjà couru le lui dire, c'est sûr. Et j'avais peur de ce dont il serait capable. Le père André m'a emmenée à la maison paroissiale, une petite chambre au fond de l'église, où parfois logeait une religieuse ou un missionnaire de passage. Il m'a dit de rester là, que j'étais en sécurité, qu'il y avait des gens qui surveillaient. Madame Colette a apporté un peu de nourriture, mais je n'arrivais pas à manger. Je ne pouvais que penser à mes enfants. Paul était au travail, Marianne était allée chez une amie, Joseph était à l'entraînement. Ils n'étaient pas à la maison quand tout s'est passé à la messe, mais ils allaient rentrer. Ils allaient trouver leur père furieux, seul. Et s'ils se vengeaient sur eux? J'étais désespérée.
Le père s'en est rendu compte et a dit « Madame Seba, j'ai déjà envoyé Albert, un jeune de la pastorale, chercher vos enfants. Il va les amener ici. Nous allons tout expliquer calmement. Ils doivent savoir la vérité. » Et c'est ce qui s'est passé. Vers 14 heures, les trois sont arrivés, confus, effrayés. Quand ils m'ont vu là, dans cette petite pièce en train de pleurer, ils ont été encore plus désespérés. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Où est papa? Pourquoi vous êtes ici ?» a demandé Paul. Je les ai fait asseoir tous les trois et j'ai tout raconté, absolument tout. Les usuriers, l'argent sale, les victimes, l'homme qui s'était suicidé, ma dénonciation à la messe. Marianne pleurait abondamment. Joseph était sous le choc sans bien comprendre. Paul, avec ses 19 ans, est devenu rouge de colère. Ça ne peut pas être vrai. Papa ne ferait pas ça. Papa est travailleur, honnête. C'est vrai, mon fils, j'ai les preuves. J'ai tout vu écrit dans les cahiers. Et ce matin, à la messe, j'ai raconté à tout le quartier. Vous avez fait quoi? Il a presque crié. Vous avez dénoncé notre père devant tout le monde? Maman, vous savez ce qui va nous arriver maintenant? Je savais que nos vies avaient fini telles qu'elles étaient. Je savais qu'ils allaient nous juger, nous montrer du doigt dans la rue, nous exclure. Mais je savais aussi que c'était la bonne chose à faire. Je sais, Paul, et je suis désolée de vous avoir entraîné dans ça. Mais je ne pouvais plus vivre en sachant tout ça et en restant silencieuse. Je n'y arrivais pas. Marianne, toujours plus sensible, est venue me serrer dans ses bras. « Vous avez fait ce qui était juste, maman. Vous avez été très courageuse. » Nous sommes restés là à la maison paroissiale jusqu'à la tombée de la nuit. Le père André a apporté des couvertures, a arrangé des endroits pour qu'on dorme, a dit que nous pouvions rester là le temps nécessaire. Le lundi matin, il m'a emmené rencontrer le procureur, maître Henri. C'était un homme sérieux, d'environ 40 ans, avec une mallette pleine de documents. J'ai tout raconté encore, en détail. Il prenait des notes, posait des questions spécifiques, demandait des noms, des dates. « Où sont les cahiers que vous avez mentionnés ?» a-t-il demandé. Mon cœur s'est serré. Mon mari les a repris, les a cachés quelque part. Il a soupiré. Sans les cahiers, ce sera plus difficile, mais pas impossible. Nous avons votre témoignage, et si nous arrivons à avoir plus de victimes disposées à parler? Je peux en trouver, j'ai dit. Je connais plusieurs, Madame Colette, Madame Agnès, il y en a d'autres qui m'ont approché après la messe. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons passé toute la semaine à rassembler des victimes, à collecter des témoignages, à rassembler des preuves. C'étaient des histoires horribles, l'une après l'autre. Madame Marie qui avait perdu sa machine à coudre et n'avait plus pu travailler. Monsieur Joseph qui avait été tabassé et gardait des séquelles. Madame Claire qui avait été menacée devant ses petits-enfants. Maître Henri a demandé une enquête formelle. Ils ont découvert que le policier corrompu était un inspecteur appelé Cartier, qui recevait effectivement des pots de vin des usuriers. Il a été immédiatement suspendu et est aussi devenu cible de l'enquête. Pendant ce temps, je ne retournais pas à la maison. Je suis restée presque 2 semaines à la maison paroissiale avec les enfants, jusqu'à ce qu'un jour, le père André m'appelle. « Madame Seba, la police est allée chez vous ce matin avec un mandat de perquisition. Ils ont trouvé les cahiers. Albert les avait cachés dans le faux plafond de la chambre. Il a été arrêté avec les 3 autres. Mon cœur était partagé. D'un côté, du soulagement. Il n'allait plus pouvoir faire du mal à personne. De l'autre, de la douleur. C'était encore le père de mes enfants. C'était encore l'homme avec qui j'avais vécu 15 ans. « Et maintenant ?» j'ai demandé. « Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous si vous voulez. Mais Madame Seba, je dois vous prévenir. La maison, la voiture, tout va être confisqué par la justice. Ce sont des produits du crime. Vous allez devoir partir de là. » Je m'y attendais, mais l'entendre à voix haute a fait mal quand même. Je suis retournée à la maison ce jour-là juste pour prendre nos vêtements, quelques objets personnels, des documents. Je suis entrée dans cette maison qui avait été la mienne pendant tant d'années et j'ai senti comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Le réfrigérateur, la télévision, la table en formica. Tout semblait sale maintenant, taché du sang et des larmes de gens innocents. J'ai pris seulement l'essentiel. Des vêtements, des photos des enfants petits, la Bible de ma grand-mère, quelques vieilles casseroles. J'ai laissé tout ce qui avait été acheté avec l'argent sale.
Je ne voulais plus rien de tout ça. Une voisine, Madame Irène, qui avait toujours été bonne avec moi, a offert une petite chambre au fond de sa maison. Elle était minuscule, il y avait juste la place pour un lit double et un matelas par terre. Mais elle ne demandait pas de loyer, seulement que je l'aide avec le ménage de sa maison. C'est là que nous avons déménagé, moi, Marianne et Joseph, dans un espace plus petit que notre ancien salon. Paul est allé vivre chez sa petite amie et sa famille. Il avait honte, était encore en colère contre moi. Il a dit que j'avais détruit la famille. Les premiers mois ont été les pires de ma vie. Tout le quartier en parlait. Certains me soutenaient, disaient que j'avais été courageuse, mais beaucoup me jugeaient. Quel genre de femme dénonce son propre mari ? Chuchotait-il quand je passais. Elle aurait dû rester silencieuse, régler ça chez elle. Maintenant, elle est dans le besoin. Bien fait. Il y a eu des gens qui crachèrent sur mon passage. Il y a eu des mères qui ont interdit à leurs filles de jouer avec Marianne. Il y a eu des commerces qui ont refusé de me vendre à crédit. C'était comme si j'étais la criminelle, pas eux. Mais il y a aussi eu des gens bien, beaucoup de gens bien. Les victimes, principalement. Madame Agnès est apparue chez Madame Irène 1 semaine après notre déménagement, apportant un sac de riz, de haricots, d'huile, de sucre. « Je sais que vous en avez besoin », a-t-elle dit. « Et je veux que vous sachiez, ma famille vous est éternellement reconnaissante pour ce que vous avez fait. » Madame Colette m'a trouvé un travail comme couturière dans un atelier que sa nièce avait. Ça payait peu, mais c'était honnête. Je cousais de 7 heures du matin à 18 heures, je rentrais dans cette petite chambre, faisais le dîner sur le réchaud que Madame Irène m'avait prêté, aidais Joseph avec ses devoirs, parlais avec Marianne de ses projets de finir ses études. C'était une vie dure, beaucoup plus dure qu'avant. Je me levais tôt, me couchais tard, les mains devenaient calleuses à force de coudre, le dos me faisait mal de rester courbé sur la machine. Parfois, il y avait des jours où l'argent ne suffisait pas et nous ne mangions que du riz aux œufs. Il y a eu un hiver où nous avons eu froid parce que nous n'avions pas assez de couverture. Mais savez-vous ce qui était différent ? Je dormais en paix. Pour la première fois depuis des mois, des années peut-être, j'arrivais à dormir la nuit entière sans cauchemar, sans ce poids sur la poitrine. Parce que l'argent que je gagnais, même peu, était propre. Il venait de mon travail, de mon effort. Il n'y avait pas le sang de quelqu'un dessus. Le procès contre les usuriers a duré presque 1 an. Il y a eu des audiences, des témoignages, des avocats essayant de les libérer, disant que tout était faux, que les victimes inventaient. Mais les preuves des cahiers étaient irréfutables. Tout était là, écrit de la propre main de M. Olivier. Les dettes, les recouvrements, les violences. En septembre 1974, le verdict est tombé. Albert a pris 8 ans de prison. Marcel et Georges, 6 ans chacun. Valentin, 5 ans. L'inspecteur Cartier a été expulsé de la police et a pris 4 ans. Le jour du verdict, j'étais là au tribunal. Albert m'a regardé depuis le banc des accusés. Ce n'était plus ce regard froid, calculateur, que j'avais vu quand il m'avait menacé. C'était un regard de défaite, de colère, mais aussi de quelque chose qui ressemblait à du remords. Je ne sais pas. Je ne saurai jamais. La dernière fois que j'ai parlé avec lui, c'était quelques mois après, quand il a fait demander que j'amène les enfants lui rendre visite en prison. Paul a refusé, Marianne aussi. Seul Joseph, qui était plus jeune, avait encore cet espoir que son père redevienne celui qu'il pensait qu'il était. J'ai emmené le garçon, j'ai attendu dehors. Quand ils sont sortis, Joseph pleurait. Il a demandé pardon, maman. Il a dit qu'il avait eu tort, qu'il avait été faible, que ça avait commencé petit, et quand il s'en est rendu compte, il était déjà au fond. Peut-être que c'était vrai, peut-être que c'était de la manipulation, je ne sais pas. Et ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il a payé pour ce qu'il a fait, et les victimes ont eu un peu de justice, même si ce n'était jamais suffisant pour compenser la souffrance. La vie a continué doucement, un jour à la fois. Marianne a fini ses études, a trouvé un emploi de secrétaire dans une entreprise au centre-ville, aidait avec les dépenses. Joseph a grandi, est devenu un jeune homme travailleur, n'a jamais voulu suivre le chemin de son père. Paul a mis du temps, mais finalement est revenu me parler. Il s'est excusé de m'avoir accusé.
J'ai continué à coudre. Des années plus tard, avec l'argent que j'ai économisé, j'ai réussi à louer une petite maison, juste à nous. Elle n'avait pas de réfrigérateur coloré, pas de grande télévision, pas de voiture. Mais elle avait de la dignité, elle avait la paix. Et savez-vous ce qui a été le plus surprenant? Les victimes ne m'ont jamais oublié. Quand j'avais besoin de quelque chose, il y avait toujours quelqu'un qui offrait de l'aide. Quand Marianne s'est mariée en 1978, ce sont elles qui ont fait la fête. Chacune a apporté un plat. Elles ont décoré la salle de l'église, ont acheté la robe de mariée. C'était simple, mais c'était beau. C'était fait avec un amour véritable. Quand Joseph est tombé malade en 1980 et avait besoin de médicaments chers, ce sont elles qui ont fait une collecte et les ont achetés. Quand je me suis retrouvée sans emploi pendant quelques mois en 1982, ce sont elles qui m'ont soutenue jusqu'à ce que je trouve un autre travail. Nous avons formé un réseau, une famille qui n'était pas de sang, mais était de respect, de gratitude, d'humanité. Et ça valait plus que n'importe quel réfrigérateur, n'importe quelle voiture, n'importe quelle belle maison. Albert est sorti de prison en 1980 après avoir purgé 6 ans. Il a eu une réduction de peine pour bonne conduite. Il a essayé de me chercher une fois. J'ai refusé de le voir. Il est parti du quartier. J'ai entendu dire qu'il était allé dans une autre ville. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Les enfants avaient des contacts sporadiques, mais peu. Les blessures étaient trop profondes. Je ne me suis jamais remariée. Je n'ai pas voulu. J'ai dédié ma vie à mes enfants, à mon travail, aux amitiés véritables que j'ai construites. Et c'était une bonne vie. Ce n'était pas facile, ce n'était pas confortable, mais c'était digne. Aujourd'hui, à 78 ans, je regarde en arrière et je ne regrette rien. Je ferai tout pareil, de la même façon. Parce que j'ai appris une chose que beaucoup de gens mettent toute une vie à apprendre. Les biens matériels, vous les perdez. L'argent, vous le dépensez. La maison, vous la changez. Mais votre conscience, votre dignité, votre caractère, ça, personne ne peut vous l'enlever. Ça, vous le portez jusqu'au dernier jour. Il y a eu des nuits où j'ai dormi par terre, dans le froid, avec faim, avec peur du lendemain. Mais je dormais en paix parce que j'avais fait ce qui était juste. J'avais donné une voix à ceux qui n'en avaient pas. J'avais affronté la peur et l'oppression. Et ça, mes amis, ça vaut plus que tout l'or du monde. Aujourd'hui, mes enfants sont des adultes qui réussissent, honnêtes, travailleurs. Marianne est directrice dans une entreprise. Paul a un garage mécanique, mais différent de son grand-père. Il est honnête, juste avec les employés. Joseph est professeur dans une école publique. Il enseigne les mathématiques à des enfants défavorisés. Ils me disent qu'ils sont reconnaissants que j'ai eu du courage ce jour-là. Que si je ne l'avais pas fait, ils auraient grandi en pensant que c'était acceptable, que ce type de conduite était normal, et peut-être auraient-ils suivi le même chemin. J'ai 6 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Ils connaissent tous l'histoire. Je la leur raconte sans rien cacher. Je raconte les erreurs, la honte, la souffrance. Mais je raconte aussi le dépassement, le courage, la reconstruction. Et savez-vous ce qu'ils me disent? Grand-mère, vous êtes notre héroïne. Je ne suis pas une héroïne. Les héros sont ces personnes qui font des choses extraordinaires. J'ai juste fait ce que toute personne devrait faire. Ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand ça coûte tout. Alors, je laisse ici mon message pour vous qui m'écoutez. Si un jour vous vous trouvez dans une situation où vous devez choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste, choisissez toujours ce qui est juste. Ça peut faire mal sur le moment, ça peut coûter beaucoup, ça peut sembler que vous perdez tout. Mais à la fin, quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, vous dormirez en paix. Et cette paix, mes amis, n'a pas de prix. Ne vous laissez pas acheter par le confort matériel. Ne fermez pas les yeux sur l'injustice. Ne restez pas silencieux quand vous voyez le mal se produire, parce que quand nous nous taisons, nous devenons complices. J'aurais pu rester silencieuse. J'aurais pu continuer à vivre dans ma maison confortable, avec mes électroménagers, ma voiture, en faisant semblant de ne rien savoir. Ça aurait été plus facile, plus commode, mais je n'aurais pas pu vivre avec moi-même. Et au bout du compte,
C'est avec vous-même que vous devez vivre tous les jours jusqu'au dernier souffle. Alors, ayez du courage, soyez fort et surtout, soyez digne. Parce que la dignité, une fois perdue, est très difficile à récupérer. Mais une fois préservée, elle vous soutient dans les moments les plus difficiles de la vie. C'est mon histoire. C'est une histoire de douleur, de honte, de perte. Mais c'est aussi une histoire de courage, de reconstruction, d'espoir. Et si mon histoire peut inspirer ne serait-ce qu'une personne à faire ce qui est juste, alors ça valait la peine d'être venu ici la raconter. Merci de m'avoir écouté avec patience, du fond du cœur. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez été ému, si cela vous a inspiré d'une certaine façon, mettez un j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Histoire Grand-mère pour écouter plus d'histoires vraies de dépassement de soi comme celle-ci. Et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de recommencer, peu importe à quel point c'est difficile. Une étreinte affectueuse de cette grand-mère qui a appris que la vie n'est pas une question de ce que vous avez, mais de qui vous êtes. Que Dieu vous garde.